Merci Madame la maire. Ce SCOT métropolitain qui entrera en vigueur en 2020 deviendra le cadre de référence de la planification stratégique et des politiques publiques en matière d'aménagement et de développement durable dans la métropole. C'est donc pour la première fois à l'échelle métropolitaine un acte administratif et d'ailleurs un acte très politique. C'est peut-être l'acte le plus important depuis 1860 avec l'annexion des 11 communes enfermées dans l'enceinte de Thiers, puisqu'il entend organiser la cohérence territoriale de notre agglomération métropolitaine, d'en solidariser les territoires autour d'un projet d'aménagement urbain commun. Bref, c'est une nouvelle dimension urbaine et c'est pour l'ensemble de l'agglomération une nouvelle ambition. C'est d'autant plus important que la métropole parisienne s'est construite à l'avenant par l'agrégation progressive des communes à travers leur développement, mais chacune mentalement attachée, quand ce n'est pas enfermée, à l'intérieur de son périmètre municipal. Ce SCOT, c'est surtout pour Paris une occasion rêvée de sortir enfin de son corset parisien, de libérer son potentiel urbain, économique, sa créativité, son rayonnement, et de le diffuser beaucoup plus largement dans un polycentrisme urbain, contemporain, organisé, faisant dialoguer ces territoires entre eux dans une complémentarité et continuité territoriale qui préserve l'environnement, qui s'engage définitivement dans un développement durable, rétablit les grands déséquilibres structurels en termes d'équipement, de logement, des pôles de développement, d'infrastructures de transport, de desserte. Ce futur SCOT doit restaurer les fonctions vitales que les habitants de la métropole sont en droit d'attendre de ce tissu urbain de 7 millions d'habitants, c'est-à-dire se loger, se déplacer, travailler et se nourrir le corps et l'esprit. C'est ce que vous appelez sans doute le droit à la ville. Alors, se loger dans la métropole, parlons-en. C'est peu dire que le logement est une priorité dans notre métropole parisienne. C'est surtout pour trop de métropolitains un cauchemar. Quelle est la situation ? Il y a 4 façons de se loger dans la métropole. Soit d'être locataire du parc privé pour 33% d'entre nous, locataire du parc social pour un quart des habitants de la métropole, être propriétaire pour 40% ou être sans abri pour 150 000 de nos concitoyens. Et si pour la plupart de nos concitoyens locataires, les loyers ont peu augmenté ces dernières années, tout type de logement confondu, on est quand même, selon une étude de l'OLAP, entre 30 € le mètre carré à Paris en moyenne, à plus de 14 € le mètre carré en périphérie. C'est donc un rapport de 1 à 2 dans la métropole entre la zone la moins tendue et la zone la plus tendue. Et c'est un taux d'effort de 30% au moins supérieur à la province. Ceci souligne le niveau de cherté de la location dans la métropole, niveau de cherté qui augmente inexorablement d'est en ouest et de la périphérie vers le centre. Et la situation n'est pas tellement meilleure pour les plus favorisés, ceux qui voudraient accéder à la propriété. Et si j'en crois le dernier communiqué des notaires de Paris-Île-de-France, qui indique que les prix au mètre carré à Paris ont augmenté de 7% à Paris et près de 4% en petite couronne, entre 2 et 4% dans l'ensemble de la métropole, entre 9 000 € le mètre carré en moyenne à Paris et 3 310 € en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire cette fois dans un rapport de 1 à 3 entre le centre et la périphérie. Où est la cohérence ? Où est la continuité ? 1 à 2 pour les loyers, 1 à 3 pour l'accession à la propriété. C'est le résultat d'une offre indigente de logements. Ce résultat est d'ailleurs la somme arithmétique des égoïsmes municipaux et de l'enfermement mental des élus pendant des décennies. Évidemment, comme le souligne la 23e édition du rapport annuel sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, les conséquences sont très graves pour nos concitoyens, en particulier en Île-de-France, d'abord pour les 150 000 sans-abri. Pour les autres, non seulement cette situation grève gravement leur pouvoir d'achat et pèse sur leurs conditions de vie, mais aussi elle contraint un bon nombre d'entre eux à vivre en situation de surpeuplement ou à s'éloigner ou à se retrouver, pour les plus faibles, encore une fois, à la rue. Il faut produire plus, il faut répartir mieux. C'est un engagement qui doit mobiliser tous les acteurs de l'habitat et de l'hébergement et toutes nos collectivités. Deuxième fonction vitale, se déplacer. Parlons-en. Le 13 juin dernier, les 8 millions d'usagers franciliens des transports en commun ont connu une nouvelle journée noire. En plus de la grève des agents de la SNCF et d'une panne technique qui a paralysé la gare Saint-Lazare pendant plusieurs heures, les incidents se sont multipliés sur les RER A, B, C et D à la suite de divers événements. La veille,
Un RER B avait déraillé à Saint-Rémy-les-Chevreuses, sans heureusement faire de victimes, interrompant le service pendant plusieurs heures sur ce secteur. Ces incidents sont révélateurs de l'état très préoccupant dans lequel se trouve le réseau de transport en banlieue comme à Paris. Et si des efforts majeurs sont consentis depuis 2016 dans la modernisation du matériel, 708 nouvelles rames de train ou de RER seront mises en service d'ici 2021. Le réseau a trop longtemps souffert d'un manque d'entretien chronique malgré une sollicitation toujours plus croissante. Il est ainsi aujourd'hui à bout de souffle et les nombreux incidents auxquels sont confrontés chaque jour les franciliens qui utilisent les transports en commun ne viennent que confirmer ce constat. Ces nombreux dysfonctionnements s'ajoutent aux avaries quotidiennes que connaît le métro parisien. À ce titre, le centre de Paris n'est pas mieux loti que les confins d'Île-de-France. Les principales lignes de métro sont très largement saturées, du fait notamment d'un manque criant d'anticipation de l'augmentation de la fréquentation, de l'ordre de 25% entre 2000 et 2017. De plus, entre les incidents techniques de plus en plus fréquents, l'accessibilité quasi nulle, la 4G toujours absente malgré un engagement de la RATP d'avoir un réseau couvert en 2017, les conditions de transport des 4,9 millions d'usagers quotidiens du métro se dégradent de jour en jour, alors même que la RATP poursuit la mise en œuvre d'un coûteux programme d'embellissement esthétique de ces stations plutôt que d'accélérer la rénovation des matériels et des infrastructures. Face à ce constat inquiétant, le temps, l'énergie et les ressources déployées opportunément par la maire de Paris à moins de 2 ans des prochaines élections municipales pour étudier la possibilité de mettre en œuvre la gratuité des transports en commun à Paris semblent non seulement dérisoires, mais superfétatoires à l'échelle de la métropole. À l'heure où toutes les collectivités d'Île-de-France se dotent de plans climat ambitieux, prévoyant à plus ou moins long terme l'abandon salutaire de la voiture individuelle polluante, les responsables politiques devraient tirer la sonnette d'alarme et consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'amélioration des réseaux de transport en commun. Ce SCOT doit être une formidable occasion de remobiliser tous ces acteurs de la mobilité sur de nouvelles dessertes, de nouveaux moyens, anticipant la hausse de la fréquentation. La contribution de Paris au SCOT métropolitain doit offrir Paris aux 130 communes qui l'entourent. Pourtant, votre contribution manque de générosité, elle manque d'humilité, elle manque d'amour pour sa banlieue, elle n'est pas démonstrative. Cette contribution diffuse un message paternaliste. Faites comme nous, faites ce que nous avons fait, nous sommes à la fois votre référence et votre ambition. Aidez-nous à rester les meilleurs. Dans votre contribution, les vrais sujets de développement cohérent et commun de nos territoires sont absents. Déjà, on aurait aimé que la ville développe sa vision de la ville de demain. Veut-on une métropole plus dense? Veut-on favoriser la hauteur par rapport à la densité horizontale? Le polycentrisme est-il un idéal vers lequel on doit courir? Ou faut-il assumer la centralité parisienne de la métropole? Comme pour le plan climat, la mairie semble donner des leçons à ses homologues métropolitains. Là où on aurait attendu que la mairie, pour cette première phase de contribution aux objectifs, prenne de la hauteur et décline une vision prospective et urbanistique de ce que Paris pourrait apporter en matière de cohérence territoriale, la mairie nous pond un inventaire de 30 pages, direction par direction, un catalogue de sa politique, du bilan de sa propre politique. Une fois de plus, Paris se regarde le nombril comme dans un miroir pour nous pondre un document sans vision ni hauteur, un inventaire des actions parisiennes qu'elle entend proposer à la métropole. Si certaines de ces actions sont de bon sens, comme la lutte contre l'habitat indigne ou la création de continuités cyclables, beaucoup ne le sont pas. Lutter contre la gentrification, où ça? Quelle cohérence? En Seine-Saint-Denis ou à Paris? Favoriser le co-living, alors que le concept qui s'adresse par ailleurs à des actifs aisés n'a pas encore trouvé son modèle économique. La création d'olympiades culturelles ou encore la libération des créneaux d'accès aux équipements sportifs entre midi et 2 pour favoriser la pratique du sport chez les actifs. Quel rapport avec le projet d'urbanisme? Développer les secteurs multicollèges interdépartementaux. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'abord un bilan à tirer de la première expérimentation parisienne. Ce qui surprend peut-être le plus, c'est que la ville de Paris formule des recommandations qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Favoriser un rééquilibrage des logements SRU. Je crois que les arrondissements de l'Est, et notamment les 18e, 19e, 20e, 12e, 13e et 14e, auront leur propre appréciation. Le désenclavement des quartiers par le maillage de transports en commun. Bercy-Charenton est un bon contre-exemple avec la création délibérée d'une enclave urbaine non reliée au réseau du métro et du RER.
améliorer la réhabilitation des immeubles tertiaires obsolescents en améliorant leur modularité et leur adaptabilité à différents types d'activités. Pourquoi alors construire des bureaux à Bercy-Charenton qui ne pourront pas être transformés en logements au regard de leur exposition aux nuisances et risques de pollution? Voilà autant d'exemples qui montrent que ce SCOT métropolitain ou cette contribution au SCOT n'est pas suffisante. Elle est autosatisfaisante pour la ville de Paris, mais elle ne reflète pas, selon nous, une juste contribution à l'apport métropolitain. Je vous remercie.